Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre absolument passionnant du programme de seconde, la Méditerranée médiévale. Alors, quand on pense à cette période, on a souvent des images bien précises en tête, non? Des batailles, des croisades, une mer qui sépare les civilisations. Mais si c'était beaucoup plus complexe que ça? On va explorer ensemble ce carrefour bouillonnant où trois mondes se sont autant affrontés qu'enrichis. Vous allez voir, loin d'être une simple frontière, la Méditerranée était en fait le cœur vibrant d'un monde déjà connecté. Du coup, la grande question qui va nous guider, notre problématique, c'est la suivante. En quoi la Méditerranée, entre le XIe et le XIIIe siècle, est-elle un espace où s'entremêlent en permanence la guerre et le commerce, la violence et les contacts? Pour répondre à ça, on va procéder en deux temps. D'abord, on regardera la Méditerranée comme un espace de conflit. Et ensuite, on verra comment elle était aussi, et en même temps, un carrefour d'échanges absolument exceptionnel. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on plante le décor. Imaginez un peu. La mer qui, pendant des siècles, a unifié l'Empire romain est devenue une sorte de ligne de contact. Désormais, trois grandes civilisations, trois mondes bien distincts, se font face sur ces rives. Alors qui sont ces trois acteurs? D'un côté, on a l'Occident latin, catholique, politiquement très fragmenté entre différents royaumes, mais avec une autorité spirituelle commune, celle du pape. En face, l'Empire byzantin, l'héritier direct de l'Empire romain, de religion orthodoxe et avec un pouvoir très centralisé autour de l'empereur à Constantinople. Et enfin, le monde musulman, puissant, très développé, mais lui aussi politiquement divisé. Ces trois mondes sont à la fois rivaux et, on va le voir, partenaires obligés. Et attention, au sein de ces mondes, la cohabitation existe, mais elle n'est pas du tout égalitaire. Le statut de dhimmi en terre d'islam en est l'exemple parfait. Ça nous montre bien que la coexistence entre juifs chrétiens et musulmans était une réalité concrète, mais une réalité très structurée, qui reposait sur un rapport de domination clair. Allez, on attaque notre première partie, la Méditerranée comme un théâtre de conflit. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, la violence est une composante essentielle de cette période, c'est indéniable. Au-delà des grandes guerres de religion qu'on étudie, il faut s'imaginer une violence quasi quotidienne. La piraterie, c'était une menace constante pour tous les marins et les villages côtiers. Les guerres entre seigneurs, parfois de la même religion, étaient incessantes. À cette époque, prendre la mer, c'était toujours une aventure risquée. Et c'est dans ce contexte que la religion va devenir un moteur de conflit à très grande échelle. Écoutez bien cette citation de Bernard de Clairvaux, qui est une des personnalités religieuses les plus influentes de son temps. Il est en train de justifier la croisade. Il ne s'agit plus seulement de se défendre, mais bien de tuer au nom de sa foi. C'est une fenêtre assez glaçante, mais fascinante sur la mentalité de l'époque. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'adopter un réflexe d'historien, confronter les points de vue. Voici le récit du même événement, le siège de Damas, mais vu par un chroniqueur musulman. Pour lui, la défaite des Francs, comme il les appelait, c'est la preuve qu'ils ont été abandonnés de Dieu. Vous voyez? Chacun interprète les faits à travers le prisme de sa foi. C'est la démonstration parfaite qu'en histoire, croiser les sources, c'est absolument essentiel. Ces guerres, qu'on appelle la Reconquista en Espagne ou les croisades en Orient, vont complètement redessiner la carte. De nouveaux royaumes chrétiens apparaissent, mais attention aux simplifications. Regardez la 4e croisade. Elle est détournée par des intérêts commerciaux vénitiens et au final, les croisés finissent par piller Constantinople, la grande capitale chrétienne orthodoxe. Ça prouve bien que les motivations ne sont pas toujours que religieuses, loin de là. L'économie et la politique jouent un rôle énorme. Bon, on a vu le côté sombre, le choc. Passons maintenant à la deuxième partie de notre analyse. Car, et c'est tout le paradoxe de cette période, cette Méditerranée violente est en même temps un lieu d'échange d'une intensité incroyable. C'est l'autre visage de cette époque. Écoutez ce que dit Fouché de Chartres. C'est un prêtre qui a participé à la première croisade et qui s'est installé en Terre Sainte. Il décrit un métissage culturel assez surprenant. Les Occidentaux adoptent des coutumes locales, ils se marient avec des femmes de la région. On est très loin de l'image d'un choc frontal et permanent. Même au cœur des zones de conflit, les cultures s'influencent. Pour rendre ça plus concret, suivons le parcours d'un produit, le sucre. Tout commence en Égypte, en terre d'islam. Il est ensuite vendu par des marchands juifs, transporté par des navires chrétiens de Venise, goûté pour la première fois par des croisés, avant de finir sur la table d'un noble en Italie. Cet itinéraire est incroyable. Il nous montre comment le commerce tisse des liens qui dépassent complètement les frontières politiques et religieuses. Et bien sûr, il n'y a pas que les marchandises qui voyagent. Les hommes circulent, des marchands, des pèlerins, des savants. Et avec eux, ce sont les savoirs et les idées qui bougent.
Des innovations techniques majeures comme le papier ou la boussole arrivent en Europe via le monde arabo-musulman. Et peut-être plus important encore, les textes des philosophes grecs comme Aristote, qui avaient été un peu oubliés en Occident, sont redécouverts grâce à leur traduction en arabe. C'est un transfert culturel absolument fondamental. S'il y a un lieu qui incarne à la perfection cette double dynamique de conflit et de commerce, c'est bien Venise. Cette cité-État italienne a construit toute sa puissance et sa richesse en devenant la plaque tournante du commerce méditerranéen. Un témoin de l'époque nous décrit Venise comme le cœur battant du commerce mondial. Essayez d'imaginer le pont du Rialto, les entrepôts gigantesques, les comptoirs réservés aux marchands étrangers comme les Allemands. C'est une ville entièrement tournée vers le commerce international, où l'on entend parler toutes les langues et où les marchandises du monde entier arrivent et repartent. Et Venise, ce n'est pas qu'un lieu de passage, c'est aussi un espace d'intégration. Le Campo dei Mori, le Place des Maures, en est la preuve vivante aujourd'hui encore. Ces statues rendent hommage à une famille de marchands venus de l'Empire byzantin qui a fait fortune et qui s'est complètement intégrée à l'élite vénitienne. Ça montre une vraie capacité d'accueil et de mobilité sociale pour les étrangers qui participent à la richesse de la ville. Alors pour conclure, que faut-il retenir de cette période si complexe? Quel est l'héritage de cette Méditerranée médiévale à la fois si divisée et si connectée? Le point crucial vraiment, c'est de retenir cet héritage double. D'un côté, oui, des siècles de conflits qui ont laissé des cicatrices, de la méfiance, des stéréotypes, mais de l'autre, et c'est fondamental, un enrichissement mutuel immense. Soyons clairs, la Renaissance européenne, telle qu'on la connaît, aurait été tout simplement impossible sans les apports scientifiques et philosophiques qui ont été transmis par le monde islamique et byzantin. La réponse à notre question de départ se trouve donc là, dans cette dualité. La Méditerranée médiévale, ce n'est ni un simple choc, ni un simple échange, mais un espace où les deux sont liés de manière inséparable. Et ça nous amène à une question pour aujourd'hui. Comment est-ce que cet héritage complexe, fait de conflits et de connexions, continue d'influencer les relations dans la Méditerranée de notre époque? Bien, pour vous aider à bien synthétiser tout ça et à préparer les contrôles, on passe maintenant à une fiche de la vision express. Ce sont vraiment les éléments essentiels à maîtriser. 4 dates à avoir en tête. 1095, c'est le coup d'envoi, l'appel à la première croisade. 1146, c'est la justification intellectuelle de la croisade par Bernard de Clairvaux. 1187, un tournant majeur, avec la reprise de Jérusalem par Saladin. Et enfin, 1204, la date qui vient tout compliquer, le sac de Constantinople par les croisés eux-mêmes. Ensuite, quelques mots-clés à connaître parfaitement. Croisade et djihad, les deux visions de la guerre sainte. Reconquista, pour le contexte spécifique de l'Espagne. Et enfin, comptoir et syncrétisme, deux termes qui résument à merveille la double facette de la période, le commerce et le métissage culturel. Enfin, le conseil méthodologique le plus important. Croisez toujours les sources, comme on l'a fait avec les récits du siège de Damas. Et surtout, dans une composition, l'erreur à ne jamais commettre, c'est de tomber dans la vision simpliste d'un choc des civilisations. La réalité, on l'a bien vu, c'est celle d'une interaction constante où la guerre et le commerce sont les deux faces d'une même pièce. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.